Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons avec l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies et aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous aurons le plaisir de recevoir dans un instant Faustine Fleuret, présidente et directrice générale de l'ADAN, avec qui nous évoquerons deux sujets. Tout d'abord, les enseignements de l'affaire FTX qui continue d'alimenter l'actualité de la sphère crypto, mais également les enjeux crypto à venir pour l'écosystème français en 2023. Ce sera dans quelques instants. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine où nous nous demanderons comment optimiser sa fiscalité avant la fin de l'année. Nous aurons le plaisir pour cela de recevoir Pierre-Elliott Blum, avocat fiscaliste associé au sein du cabinet BDB Law, mais aussi Simon Fabre, ingénieur patrimonial et fiscaliste chez Cyrus Conseil. A tout de suite. Et nous enchaînons tout de suite avec l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies, aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous avons le plaisir d'être en plateau avec Faustine Fleuret, présidente et directrice générale de l'ADAN. Bonjour Faustine Fleuret. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. L'ADAN, l'association pour le développement des actifs numériques. Difficile, Faustine Fleuret, d'évoquer le sujet de l'écosystème des crypto-monnaies en France ou même dans le monde sans parler de cette affaire FTX dont on continue de suivre les rebondissements. Ça anime un petit peu toute l'actualité crypto à l'heure actuelle. Je laisserai les gens qui nous écoutent aller regarder des sites spécialisés pour se tenir au courant des dernières actualités. La question que j'avais envie de vous poser, c'est quels sont les enseignements qu'on peut tirer à quelques semaines de la faillite de la deuxième plateforme mondiale d'échange de crypto-monnaies. Quels sont les enseignements qu'on peut tirer de cet événement ? Alors effectivement, on entend beaucoup de personnes tirer des leçons et proposer des solutions qui ne paraissent pas réellement adaptées, ce qui peut être assez frustrant pour le secteur, notamment français et européen aujourd'hui. Je pense que le plus important, la première des leçons que l'on peut tirer, c'est que cette affaire n'est ni... la crypto n'est ni à l'origine ni remis en cause par cette affaire au sens technologique, c'est-à-dire que les fraudes avérées sont des escroqueries assez classiques et peu importe finalement le secteur dans lequel cette escroquerie a eu lieu. Donc ne remettons pas en cause l'innovation technologique à cause de ce qui se passe. Ne remettons pas en cause non plus l'ensemble du secteur parce que c'est un amalgame que l'on entend beaucoup. Il y a eu la faute de l'un des acteurs et effectivement un des plus gros acteurs. Bien sûr, c'est pour ça que ça fait autant parler, c'est que c'était une des plus grosses plateformes mondiales et surtout son fondateur réfléchissait ou en tout cas émettait des propositions en matière de réglementation. C'est là où ça pose question pour un certain nombre de gens et de commentateurs. Alors qu'il n'était même pas encadré en France et en Europe pour les services sur cryptoactifs qu'il fournissait. Et donc là où je voulais en venir, c'est qu'il ne faut absolument pas mettre toutes les entreprises dans le même panier d'une seule qui a fauté. Et il faut rappeler l'indistinction, notamment en matière de réglementation, entre l'existence d'entreprises qui sont déjà encadrées dans certaines régions du monde, alors ce n'était pas le cas aux Bahamas, par exemple, et des acteurs qui aujourd'hui ne sont soumis à aucune réglementation, voire qui ne se soumettent pas à des réglementations auxquelles ils devraient se conformer, ce qui est le cas en France où on avait déjà eu l'occasion de l'évoquer ici. On connaît des entreprises qui ne respectent pas nos règles et qui sont en concurrence déloyale avec les entreprises notamment françaises qui, elles, ont joué le jeu. Alors justement, cette affaire FTX, parce qu'on parle d'affaires, puisqu'on en parle tous les jours, est-ce qu'elle a déjà, selon vous, des incidences sur l'écosystème français avant qu'on parle réglementation, puisque ça va être évidemment un sujet, mais est-ce qu'on voit des remous de l'affaire FTX arriver jusqu'en France ? Alors le diagnostic est difficile à établir de façon définitive à date puisqu'on a des retentissements un peu au fil de l'eau. Bien sûr. On va avoir des impacts relativement différents entre des entreprises qui étaient effectivement directement exposées, des entreprises françaises et européennes directement exposées à FTX qui vont effectivement être plus durement touchées. Ensuite, je pense que de façon générale, aujourd'hui, l'industrie subit la crise de confiance et de réputation autour des cryptos qui est née de cet amalgame entre cette faillite, les agissements d'un dirigeant peu scrupuleux, dirons-nous, et la technologie, le secteur, les cas d'usage qui sont portés par la crypto. D'accord, donc on est aujourd'hui face à un questionnement, voire une crise de confiance sur l'investissement en crypto ?
en France ou en Europe du fait de l'affaire FTX. Tout à fait. Ce que l'on anticipe, c'est de nouveau prendre beaucoup de retard du côté du soutien à l'industrie que l'on attend, du côté des investisseurs aussi qui vont être beaucoup plus attentistes à partir de maintenant, beaucoup plus prudents, si ce n'est super prudents par rapport à des projets qu'ils avaient. Et donc, à côté de ça, peut-être des réponses qui vont vouloir être apportées, qui vont aussi être contre-productives par rapport à la croissance du secteur en France et en Europe. Alors, sur le côté prudence, on constate une prudence sur, je ne sais pas moi, l'investissement dans certaines crypto-monnaies ou sur la recherche de produits de rendement, puisque le sujet, il était là aussi pour FTX, c'était la proposition d'un rendement, sans trop qu'on sache effectivement comment est-ce qu'ils allaient chercher ce rendement proposé à leurs clients. Alors, le retour terrain, c'est aujourd'hui de la prudence quant à des investissements dans les entreprises, notamment qui sont membres de l'association, où il y avait des levées en cours. Ah oui, donc plutôt du côté des investisseurs institutionnels ou de l'accompagnement du développement de l'écosystème. Tout à fait, mais parce qu'encore une fois, on met beaucoup de choses dans le même panier et donc on crée un climat de relative défiance par rapport à l'ensemble du secteur, de ces entreprises, des cas d'usage qui sont portés, alors qu'encore une fois, ce qui s'est passé avec FTX, c'est une fraude, une escroquerie totalement classique. Alors, FTX était aux États-Unis et d'ailleurs aux Bahamas également. En France et en Europe, on a un écosystème qui est soumis à une réglementation qui va voir le jour, qui s'appelle MiCA. En France, il y avait également avant cela et toujours aujourd'hui des enregistrements ou des agréments AMF. Est-ce que cela peut faire évoluer, selon vous, le contexte réglementaire européen qui était déjà parmi les plus avancés en matière de crypto-monnaie dans le monde? Alors, le calendrier européen sur la réglementation MiCA, notamment, donc Marketing Crypto Assets, qui justement va mettre en place une réglementation avec protection d'investisseurs, stabilité des marchés, lutte contre les abus de marché. Ce calendrier n'est pas remis en cause puisqu'on est en cours d'adoption et que donc il est toujours prévu une entrée en vigueur l'an prochain et une entrée en application 18 mois après. On n'a absolument pas traîné en Europe et encore moins en France où effectivement on a cette réglementation des marchés de cryptoactifs en 2 volets puisque vous le rappeliez entre l'enregistrement et l'agrément, mais cette réglementation on y a pensé il y a déjà bien sûr, c'est pas nouveau, oui. Voilà, et elle est en place depuis 3 ans. Donc on n'a absolument pas lésiné, été paresseux, contrairement à d'autres régions du monde. Et c'est ça le problème aujourd'hui, c'est que justement on a une fragmentation réglementaire dans le monde où on a des cadres très aboutis, notamment en France et demain en Europe, en phase de juridiction beaucoup plus laxistes, voire où la réglementation n'existe pas, qui sont des zones où du coup on laisse la possibilité à des acteurs de se développer de façon peu structurée. Mais en face, comme on a un manque de supervision là où il y a des cadres établis, donc en France aujourd'hui et très probablement en Europe demain, on n'empêche pas par ce manque de supervision ces acteurs établis ailleurs de s'adresser au public français et européen. C'est ce que vous aviez déjà dit sur le plateau de Smart Patrimoine, effectivement, c'est qu'on peut intervenir sur le marché européen sans être réglementé, mais on n'a pas le droit d'y faire de la publicité ou en tout cas de manière directe. Tout à fait. Normalement, on peut, en dehors de l'Europe demain, en dehors de la France aujourd'hui, s'adresser au marché français / européen sans être en conformité si effectivement on ne vise pas agressivement, on va dire, on ne sollicite pas activement ce public-là. Le problème, c'est détecter cette adresse directe au marché. On sait qu'il y a des entreprises qui le font et qui se cachent pour le faire. Et ensuite, de façon pratique, comment on fait, même si le superviseur européen demain remarque qu'il y a un abus de cette sollicitation directe, comment on fait pour aller chercher l'entreprise puisqu'elle n'est pas en Europe? D'accord, oui. Et puis, on a aussi l'expérience en France de n'avoir jamais sanctionné des entreprises où il était avéré qu'elles étaient non enregistrées en France, mais qu'elles s'adressaient au public français. Donc, c'est extrêmement frustrant déjà aujourd'hui pour les secteurs, mais surtout effrayant demain si notre volonté, c'est vraiment la protection de l'investisseur, la lutte contre les abus de marché. On a des règles, mais où est l'arbitre? Mais alors, justement, l'affaire FTX peut-être aussi plaider pour une réglementation qui irait regarder un petit peu plus les acteurs étrangers lorsqu'ils interviennent sur le sol européen, ou à l'inverse, venir rajouter une réglementation supplémentaire pour s'assurer, pour éviter justement des dérives comme l'affaire FTX. Donc je reviens sur ma question. Effectivement, alors, le calendrier MiCA n'est pas remis en cause. Est-ce qu'on peut s'attendre quand même à une évolution ou une nouvelle couche de réglementation à venir? Alors c'est ce que l'on craint. On craint que, et notamment dans la transition vers MiCA, on ait des initiatives locales de réglementation, sauf que le sujet n'est pas la réglementation, comme je le disais. À la limite, le sujet, c'est l'harmonisation et la supervision. L'harmonisation des règles
dans le monde pour qu'on n'ait plus de zones de moindre droit, non-droit qui permettent à des acteurs de se développer et d'adresser nos marchés. Et supervision parce que pourquoi aujourd'hui on a notamment très peu sanctionné des acteurs qui ne sont pas en conformité avec nos règles. C'est parce qu'on a une supervision qui manque d'effectifs, qui manque de ressources et demain on risque d'avoir le même cas en Europe. Donc il faut absolument d'abord être sûr que les règles que l'on met en place, on les applique parce que sinon on crée une situation où les acteurs les mieux encadrés sont les moins compétitifs et on les connaît moins. Qui aujourd'hui connaît le régime français? Quels sont les investisseurs français qui savent qu'on a une réglementation en France avec des acteurs qui sont supervisés par les autorités de tutelle, les autorités de régulation financière et qui respectent un certain nombre de règles que les autres ne respectent pas? Il faut qu'on arrive à montrer cette différence entre le panel de prestataires que l'on propose au public français et européen. Il nous reste quelques minutes, Faustine Fleuret. Si on se pose la question de manière un peu plus générale, effectivement, on parle beaucoup d'FTX en ce moment quand on parle de crypto-monnaie. Les enjeux pour cette année 2023 qui vont s'ouvrir pour l'écosystème français, ils vont être réglementaires, ils vont être réputationnels, ils seront de quel ordre selon vous ? Alors réglementaire, puisque MiCA, dont on parle beaucoup, TFR aussi, sur le volet échange d'informations dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, ce sont des réglementations qui ont beaucoup avancé en 2022. Seulement, ce n'est pas du tout les seules réglementations européennes qui vont s'appliquer au secteur demain. On a des textes où le débat sont encore en cours, d'autres textes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme notamment, ou encore des textes qui ne sont pas forcément spécifiques à la crypto ou à la finance par laquelle la crypto peut être capté, mais sur des thématiques autour de l'environnement ou de la cybersécurité, par exemple. D'accord. Où là, puisque les débats sont en cours, ça va être un travail pour nous d'accompagner ces négociations, ce travail, et puis pour le secteur de s'y préparer. On a aussi en mars, donc à très court terme, l'entrée en application du régime pilote pour les marchés d'instruments financiers tokenisés, où là, on va mettre en place un laboratoire d'expérimentation pour les infrastructures de marché sur des actions tokenisées, sur la dette tokenisée, et la possibilité pour des porteurs de projets de bénéficier d'exemptions à la réglementation financière traditionnelle. Ça va être très très rapidement mis en place avec des questions qui se posent sur certaines difficultés parce qu'il n'existe pas de monnaie numérique de banque centrale, il existe très peu de stablecoin euro. Donc comment on fait demain sans ces choses-là? Donc au niveau de la réglementation, de toute façon, MiCA et TFR n'étaient que le début. Le début, c'est ça. Voilà, avec une question dont on a déjà parlé, la DeFi, les NFT, où on a décidé de reporter à plus tard ces travaux et ces réflexions, mais du coup, il va falloir effectivement les mener. Et à la fois la France et la Commission européenne planchent déjà dessus. Et la crise de confiance et de réputation, ça va être des enjeux de rassurer et de faire la pédagogie nécessaire pour expliquer quelles sont les opportunités qui sont toujours là du fait de la crypto et qui ne sont pas remis en cause, notamment au niveau des marchés intermédiaires, le fait qu'on a des acteurs plus sûrs, plus crédibles que d'autres. Et puis, une des leçons qu'on a tirées de FTX, c'est la résilience de la finance décentralisée, de la DeFi. Donc, comment on explique et comment on amène le public vers ces innovations. Merci beaucoup, Faustine Fleuret. Je rappelle que vous êtes présidente et directrice générale de l'ADAN. Merci d'être venue sur le plateau de Smart Patrimoine. Merci beaucoup. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Comment optimiser sa fiscalité avant la fin de l'année? Voilà le sujet qui va nous animer à présent dans Enjeu Patrimoine. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Simon Fabre, ingénieur patrimonial et fiscaliste chez Cyrus Conseil. Bonjour Simon Fabre. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Nous avons le plaisir également de recevoir sur le plateau Pierre-Elliott Blum, avocat fiscaliste associé au sein du cabinet BD Bello. Bonjour Pierre-Elliott Blum. Bonjour Nicolas. Bienvenue également sur le plateau de Smart Patrimoine. On va commencer avec vous, Pierre-Elliott Blum. La fin de l'année approche. Il nous reste encore quelques semaines avant que se clôture l'année 2022 sur laquelle nous paierons des impôts déclarés en 2023. Quelles sont, selon vous, les choses à laquelle il faut absolument penser avant que l'année se termine pour optimiser, si je peux utiliser ce terme, sa fiscalité en 2023 ? Alors, quand on parle d'optimisation de fiscalité en fin d'année, je pense qu'il faut distinguer différents types d'optimisation. Il y a effectivement des cas de dépenses qui vont venir minorer la base imposable à l'impôt sur le revenu. Il y a des cas de réduction d'impôt, il y a des cas de crédit d'impôt. Donc on est sur 3 catégories différentes. D'accord. Faire aujourd'hui un listing de toutes les réductions ou tous les avantages fiscalité qu'on pourrait faire serait un petit peu long, mais les grandes opérations qu'on peut faire sont notamment en matière de réduction de la base imposable à l'impôt sur le revenu, ce qu'on appelle du déficit foncier. D'accord. Ouais. Lorsqu'on a des revenus fonciers, donc revenus fonciers c'est des locations nues, on peut, dans le cas particulier où on a des dépenses qui sont supérieures au montant des recettes, imputer ces dépenses et donc ce déficit foncier
foncier sur le revenu global, ce qui va venir minorer le revenu imposable du foyer. Donc ça, c'est quand on a la possibilité de faire du déficit foncier, bien penser à j'ai envie de dire, à garder les preuves, ou en tout cas à pouvoir le déclarer, c'est ça? Complètement. Ou à créer des nouvelles dépenses, ou en tout cas à avoir de nouvelles dépenses en 2022 plutôt qu'en 2023. Alors, évidemment, tout s'adapte au cas particulier des clients et aux situations particulières, mais quand on a notamment un bien qui nécessite de la rénovation, ou on a des dépenses qui sont engagées dans le cadre d'une amélioration ou amélioration énergétique, effectivement, c'est des dépenses qui sont déductibles à la fois du revenu foncier, mais quand on a davantage de dépenses que de recettes, on peut le déduire du revenu global, sous une certaine limite. Et on a vu notamment dans la loi de finances rectificative pour 2022 qu'on a augmentation x2 du plafond qui est de 10 700 euros, qu'on augmente du coup à 21 400, dans le cas où on a des dépenses qui sont engagées dans le cadre d'une rénovation ou d'une amélioration énergétique du bien immobilier. Donc le message, Simon Fabre, on va continuer avec vous, c'est si vous avez des travaux à engager qui vous donnent droit à du déficit foncier, n'attendez pas, faites-les en 2022, vous verrez ensuite pour la suite en 2023. C'est effectivement le premier message qu'on peut retenir du propos qui vient d'être présenté sur la partie immobilière. Mais cette logique de raisonner sur l'utilisation de dépenses qui vont avoir un intérêt pour économiser en fait sur la note fiscale finale peut aussi se répercuter, se dupliquer sur d'autres systèmes. On pense notamment aux personnes qui auraient réalisé des plus-values de cession de valeur mobilière au cours de l'année. Évidemment, elles vont être imposées. On peut venir minorer cette base en imputant ou en constatant, en réalisant des cessions qui sont, elles, au contraire, en moins-value. D'accord. Donc intéressant parce que ça va être déductible sur les revenus de cette année, sur les plus-values générées la même année. Si jamais on n'a pas généré de plus-value, pour autant, vu la situation des marchés, ça peut être intéressant de repartir et de constater certaines moins-values, puisque les moins-values constatées aujourd'hui demeureront reportables et imputables sur des plus-values futures au cours des 6 prochaines années. Si je traduis dans un exemple très concret, ça veut dire que j'ai un PEA ou autre, je détiens un certain nombre d'actions, l'année n'a pas forcément été très bonne pour moi sur le sujet en fonction de mes choix, ça peut être un avantage pour ma fiscalité en 2023, alors, c'est ça? Attention, là vous prenez effectivement l'exemple du PEA qui est une enveloppe particulière avec une fiscalité attractive dès lors qu'on ne sort pas du PEA. Ça aura des effets à la fin sur la computation de la valeur du PEA. Là je parle si je détiens des titres dans mon compte titre. D'accord, donc c'est un compte titre, pas un PEA, c'est important. Tout à fait. C'est les titres détenus hors PEA et sur lesquels on est imposé dès la cession. Ou un opérateur, un dirigeant d'entreprise qui aurait également cédé les titres de sa société et qui serait dans une situation en forte plus-value, c'est ce qu'on lui souhaite. Pour minorer la note fiscale finale, il peut aussi constater des moins-values sur des titres qui étaient moins bien portants. Mais c'est aussi d'utiliser tous les dispositifs d'exonération sur ces revenus. Et on peut penser notamment à ce dispositif très avantageux qui a été lui aussi boosté au cours des dernières années avec les rachats sur les contrats d'assurance vie de plus de 8 ans. Puisque quand vous réalisez un rachat sur votre contrat d'assurance vie qui a plus de 8 ans, la part taxable est exonérée à hauteur de 4 600 euros ou 9 200 euros. Ça dépend de la situation de chacun des contribuables selon qu'ils sont imposés seuls ou en couple. Et donc, on peut exonérer 4 600 ou 9 200 euros par an. Donc, c'est lors d'un rachat de contrat d'assurance. Lors d'un rachat. Et je parle du gain réalisé. Donc, ça ne veut pas dire qu'on fait un rachat de 4 200 euros, ou 4 600 plus exactement, mais c'est bien la partie taxable normalement, donc un rachat par exemple de 14 000 qui aurait 4 600 euros de part taxable de gain, on peut la récupérer en exonération et ensuite on la réinvestit éventuellement. Alors, il y a ce sujet exonération, effectivement, on va continuer avec vous, Pierre-Elliott Blum. Si je comprends bien, en fait, c'est qu'il faut considérer également son patrimoine comme une société avec des rentrées et des sorties d'argent, avec des plus-values ou des moins-values, et avoir en tête globalement ce qui devra être ensuite déclaré à l'administration fiscale pour éviter, par exemple, de se retrouver dans une situation qu'on aurait mal anticipée. Si on va sur les exonérations, alors on va... Enfin, je vous pose la question d'ailleurs de manière brute. Est-ce qu'il faut se ruer sur des produits défiscalisants en fin d'année pour réduire sa fiscalité en 2023 ? Alors, je ne pense pas qu'il faut se ruer au mois de décembre sur des produits à défiscalisation, notamment parce que souvent, c'est des produits type le Pinel ou le Girardin, où il va y avoir des conditions assez strictes à respecter. Et donc, il ne faut pas investir de manière précipitée. Il faut bien s'assurer qu'on respecte bien les conditions sur les biens, la localisation, sur l'opération. Donc, et qu'on sait dans quoi on investit aussi, accessoirement. Exactement, parce que bon,
le bénéfice fiscal peut être remis en cause si les conditions ne sont pas respectées. Donc il faut faire extrêmement attention et je ne crois pas qu'il faut le faire dans la précipitation. En revanche, certaines opérations peuvent être effectuées en fin d'année. Typiquement, on parle de l'impôt sur le revenu, mais il y a également l'impôt sur la fortune immobilière où certains contribuables peuvent avoir un impôt sur la fortune immobilière assez considérable. Et aujourd'hui, vendre un bien avant le 1er janvier 2023 peut être opportun, notamment si on veut réduire son impôt sur la fortune immobilière ou également procéder à des donations des membrés. Il y a toutes plein d'opérations qui sont possibles dans le but de venir réduire le montant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur la fortune immobilière au cas particulier. Et également des donations qui peuvent être effectuées à des associations d'utilité publique ou venant en aide aux personnes en difficulté, qui viennent réduire également le montant soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur la fortune immobilière. Donc il y a plusieurs opérations qui peuvent être faites. Et dans ce cas-là, effectivement, ça viendrait avoir un impact positif sur l'impôt sur le revenu. C'est important, il y a deux messages là, effectivement. Il y a déjà regarder son patrimoine immobilier. Quand on parle de son patrimoine immobilier, on parle évidemment de sa résidence principale, si on en est propriétaire, de sa résidence secondaire, évidemment, également si on en est propriétaire, mais surtout de ce qu'on peut appeler la pierre papier. Ça aussi, ça rentre dans le patrimoine taxable à l'IFI si jamais on est assujetti à l'IFI, pour le coup, Pierre-Yves Blum. Complètement. Donc il faut faire extrêmement attention à son patrimoine immobilier parce que effectivement, ça vient considérablement augmenter la facture à payer à la fin de l'année en termes d'imposition. Et certains contribuables veulent absolument réduire le montant de l'impôt sur le revenu, mais également de l'IFI. Et deuxième message, effectivement, lorsque l'on fait des donations à certaines associations, on peut bénéficier d'exonération fiscale. Et il est important de le rappeler, d'ici le 31 décembre. Simon Fabre, si on continue sur les exonérations, alors effectivement, on l'a dit, on ne va pas se ruer sur des produits défiscalisants. Pour autant, c'est un sujet d'actualité, le sujet des retraites. Il existe des produits dans lesquels, lorsque l'on fait des versements plus ou moins réguliers, on peut avoir accès à des réductions fiscales. Est-ce que c'est le moment de se souvenir potentiellement qu'on a un PER, qu'on a un contrat PER par exemple, un plan épargne retraite? Alors effectivement, là, si on a un plan d'épargne retraite, c'est une stratégie normalement plus globale, puisque je vais rejoindre ce qui vient d'être dit. L'idée, c'est en principe d'être surtout bien accompagné et d'avoir cette vision globale telle que vous le développez. Sur le plan d'épargne retraite, effectivement, il faut comprendre le système de fonctionnement de l'impôt sur le revenu et des conséquences que ça a en matière d'impôt sur le revenu, puisque la logique est un peu différente en matière d'IFI. Sur l'impôt sur le revenu, on va avoir une reconnaissance, une taxation des revenus catégoriels qui vont composer le revenu net global imposable. Et c'est sur ce revenu net global imposable qu'on va venir réaliser une déduction du montant versé sur notre plan d'épargne retraite, ce qui vient au final nous réaliser une économie d'impôt. Pendant un moment donné, l'intérêt étant de récupérer ce capital et ses intérêts quand on sera évidemment à la retraite. Bien sûr. Et là, on sera fiscalisé. Et là, par contre, on sera fiscalisé. D'où l'opportunité et la nécessité, à mon sens, d'être bien accompagné par des conseils qui vont avoir cette vision globale pour, certes, prendre en compte l'intérêt fiscal à l'entrée, mais tout en ayant une anticipation de votre vision, de votre patrimoine et de votre fiscalité, même si parfois ça peut être un peu de la fiction, mais d'anticiper votre fiscalité à la sortie pour éviter les effets de ciseaux qui pourraient être désagréables à ce moment-là. Mais ça, typiquement, verser sur un PER, c'est très intéressant. Et si je reviens sur ce que je disais du rachat sur votre contrat d'assurance vie, ça a été doublé jusqu'à la fin de cette année. Donc là, par contre, c'est un des éléments où il faudrait penser à vraiment le faire avant la fin de l'année. L'exonération que j'évoquais de 4 600 ou 9 200 euros est doublée si les rachats sont faits dans le but de reverser sur un plan d'épargne retraite. D'accord, donc ça fait le lien, effectivement. Et même si, du coup, derrière, on a quand même le droit ensuite à une réduction fiscale lorsque c'est versé. Même si, donc là, on a vraiment une stratégie globale de constatation de certains gains sur vos assurances vie, qui ont pu dans le passé se porter de façon dynamique en fonction de la gestion qui aura été faite, et donc d'utilisation de ces différents avantages fiscaux, soit parce que ce sont des exonérations, soit parce que ce sont des réductions sur votre base imposable. Pierre-Yves Blum, je vais vous poser une autre question directe qui va en amener une autre. Effectivement, c'est est-ce qu'il faut absolument chercher à optimiser sa fiscalité en fin d'année? Première question, est-ce qu'il faut que je me paxe en urgence avant le 31 décembre 2022 pour espérer optimiser un petit peu plus ma fiscalité? Alors, effectivement, le pax ou le mariage va avoir un impact sur la fiscalité, notamment sur le calcul, ce qu'on appelle du quotient familial, puisqu'on va rajouter une part. Et donc,
par calcul, si on a des vraies diversités de rémunération entre un couple, dans un couple, ça va avoir un impact positif puisque ça va venir réduire le montant de la base imposable et soumis au barème de l'impôt sur le revenu. Est-ce qu'il faut se précipiter? Là, on rentre sur des considérations un petit peu plus importantes que la fiscalité, mais effectivement, si on souhaite se paxer avant la fin de l'année, c'est possible. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'année du Pacs ou du mariage, on peut en principe faire soit une imposition commune, soit une imposition séparée. D'accord. C'est uniquement au titre de l'année du mariage ou du Pacs. À partir des années suivantes, on est bien sur une imposition commune du foyer fiscal. Mais alors justement, ça amène une question un peu plus globale et ensuite je vous laisserai réagir également, Simon Fabre. Est-ce que la recherche d'une fiscalité minimum est toujours le meilleur conseiller ou la meilleure conseillère? Pas nécessairement. Il faut vraiment regarder l'objectif du couple ou l'objectif du client sur une optique à moyen et long terme. Si on se précipite sur un investissement sur une opération particulière ou sur un Pacs qui n'a pas forcément de sens d'un point de vue du couple, par exemple, on va avoir des conséquences à l'issue de ces opérations-là, en cas de séparation ou en cas d'opération qui est remise en cause fiscalement, qui vont être beaucoup plus néfastes que payer peut-être 1 000, 2 000 euros, 3 000 euros d'imposition en plus sur une année. Donc ce qu'il faut, c'est tout de suite se poser, travailler avec des spécialistes à la fois en gestion de patrimoine et des avocats pour pouvoir être conseillé sur du long terme et avoir plutôt une optique de plusieurs années que plutôt un one-shot sur une année particulière. Simon Fabre, même question, est-ce que ça fait sens de ne réfléchir, alors que c'est la thématique que j'ai choisie pour l'émission, mais est-ce que ça fait sens de ne réfléchir qu'en matière d'optimisation de sa fiscalité? Je dis souvent que la fiscalité n'est que la cerise sur le gâteau, et l'exemple qui a été soulevé par Pierre Elliott en est la parfaite illustration, puisque effectivement la question peut se poser en matière d'impôt sur le revenu de se dépêcher à faire un Pacs, si l'amour n'est pas notre motivation. Pour autant, ça aura aussi des impacts contraires en matière d'impôt sur la fortune immobilière, puisque là, on deviendra par contre assujetti sur le patrimoine commun, et donc à vouloir trop gagner d'un côté, on peut se retrouver à perdre de l'autre côté, d'où l'impérieuse nécessité, surtout, même si c'est le thème de l'émission, de penser à être particulièrement bien accompagné tout au long de la gestion de son patrimoine et d'anticiper les conséquences des différentes opérations. Après, évidemment, quelques opérations telles que le plan d'épargne retraite qui sont déjà en place vont pouvoir être complétées et se faire un petit peu plus en autonomie. Mais de manière générale, le bon conseil n'est jamais trop cher. Il nous reste quelques secondes encore avant la fin de cette émission. On va continuer avec vous, Simon Fabre, et ensuite avec vous, Pierre Elliott Bloom. Alors effectivement, la fiscalité n'est pas la seule bonne conseillère. Pour autant, si j'ai envie d'être sûr dans la gestion de mon patrimoine, que je me suis assuré, en tout cas, que j'avais effectivement tout bien fait au regard de la fiscalité que j'aurai en 2023, qu'est-ce qu'il faut que je vérifie absolument en 3 points? Alors, il faudra déjà allez vérifier votre taux de prélèvement à la source qui va s'appliquer à partir du 1er janvier, puisque vous avez jusqu'au 31 décembre pour adapter ce taux de prélèvement à la source, même si vous l'avez d'ores et déjà adapté à la baisse suite à votre déclaration d'impôt, puisque l'administration fiscale a communiqué sur le fait que ce ne serait pas automatiquement réadapté et on peut avoir un effort de trésorerie. Il faut également confirmer ou s'assurer que toutes les réductions de crédit d'impôt qu'on avait déclarées en 2020 ont toujours été utilisés en 2022 et on pense notamment à tous les clients, tous les particuliers qui seraient arrivés à la fin d'un programme Pinel par exemple et qui n'auraient plus d'avantages fiscaux et donc de s'assurer de la bonne conformité de ces revenus, qu'on n'a pas eu une augmentation considérable au cours de l'année 2022 si vous avez eu de la chance. Je vous coupe pour le 3e point très rapidement, Pierre Elliott Bloom, un 3e point qu'il faudrait avoir en tête vis-à-vis de sa fiscalité. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est surtout dans le cas où on ferait des donations à des associations, récupérer bien l'IFU, s'assurer qu'on a bien effectué le paiement et que tout est en ordre d'un point de vue déclaratif pour pas qu'il y ait de mauvaises surprises au moment de la déclaration. Merci beaucoup Pierre Elliott Bloom, avocat fiscaliste associé au sein du cabinet BDB Law. Merci Simon Fabre, ingénieur patrimonial et fiscaliste chez Cyrus Conseil. Merci à vous de nous avoir suivis et à demain sur Bismart.